Je suis debout, immobile, le col de mon manteau relevé contre ce vent glacial qui semble venir directement de l'Arctique, ou peut-être pire, de l'histoire elle-même. Devant moi, c'est de l'eau. Une eau grise, sombre, rapide. Le fleuve Narva. C'est juste une rivière, n'est-ce pas? De l'eau qui coule vers la mer. Mais ici, en cet instant précis, ce n'est pas de l'eau, c'est une cicatrice. C'est une blessure ouverte sur le visage de l'Europe. Je regarde de l'autre côté, à peine 150 mètres. Je pourrais presque lancer une pierre et toucher l'autre rive. Et là-bas, ce que je vois me glace le sang bien plus que ce vent d'hiver. Je vois une forteresse russe, massive, brutale, Livangorod, qui fixe avec arrogance le château d'Hermann où je me trouve, ici, en Estonie. Deux mondes qui se font face, séparés par un pont qui est désormais fermé, silencieux, mort. Il y a quelque chose de terrifiant dans ce silence. Vous savez, on parle souvent de la guerre avec des bruits d'explosions, des cris, des sirènes. Mais le prélude à la guerre, le moment juste avant que le ciel ne s'effondre, c'est ce silence-là. Un silence lourd, électrique. Parce que Vladimir Poutine, l'homme qui a mis le feu à l'Ukraine, a les yeux rivés exactement là où je me tiens. Il a une faim insatiable, une soif de conquête qui ne s'arrêtera pas à Kiev ou au Donbass. Des experts, des militaires, des gens qui savent de quoi ils parlent, murmurent tous le même nom avec inquiétude. Narva. C'est ici, dans cette ville frontalière de 54 000 âmes, que pourrait se jouer le prochain acte de la tragédie européenne. Honnêtement, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, c'est juste une petite ville, pourquoi Poutine risquerait-il une guerre mondiale pour ça? J'ai pensé la même chose en arrivant, mais grattez la surface. Regardez au-delà des façades grises. Ce n'est pas juste une ville, c'est un symbole. C'est une obsession historique. Et si vous écoutez attentivement les discours du Kremlin, vous comprendrez que le plan est déjà en marche. Poutine ne voit pas une frontière internationale ici. Il voit une erreur de l'histoire qu'il entend corriger. Je vais vous emmener avec moi dans les rues de Narva, dans les bunkers qui se construisent en ce moment même, et dans l'esprit des gens qui attendent de l'invasion. Mais avant de plonger, posez-vous cette question. Jusqu'où iriez-vous pour défendre un morceau de terre qui ne vous appartient même pas, juste parce qu'une signature sur un traité dit que vous le devez? C'est là que le vertige commence. Pour comprendre pourquoi nous sommes au bord du précipice, il faut remonter le temps, mais pas comme dans un livre d'histoire poussiéreux. Je veux que vous ressentiez le poids des siècles qui écrasent les épaules des habitants, ici. Quand vous marchez dans Narva aujourd'hui, vous ne voyez pas l'Estonie traditionnelle. Vous voyez des blocs soviétiques, une architecture utilitaire presque mélancolique. Pourquoi? Parce que cette ville a été effacée, littéralement. La Seconde Guerre mondiale a été un point de bascule brutal. L'armée rouge n'a pas seulement libéré la ville, elle l'a rasée. 98% des bâtiments ont été détruits. Imaginez ça. Une ville baroque, magnifique, construite sous l'ère suédoise, réduite en poussière. Et après la poussière, le silence. Les autorités soviétiques ont pris une décision qui résonne encore aujourd'hui comme une malédiction. Elles n'ont pas permis aux habitants d'origine de revenir. À la place, ils ont fait venir des travailleurs de toute l'URSS. Ils ont remplacé une culture par une autre, une langue par une autre, une mémoire par une autre. Aujourd'hui, Narva ressemble, sent et parle comme une ville russe. C'est une enclave soviétique fantôme au cœur de l'Union européenne. C'est fascinant et terrifiant à la fois. En marchant ici, j'entends du russe partout. Dans les cafés, dans les magasins, dans la cour des écoles, les statistiques sont vertigineuses. 97% de la population parle russe. Seulement 6% sont des Estoniens ethniques. C'est une anomalie démographique qui donne des sueurs froides aux stratèges de l'OTAN. Parce que cela ressemble étrangement à la Crimée, n'est-ce pas? Cela ressemble au Donbass avant 2014. Poutine regarde cette carte démographique et il ne voit pas des citoyens estoniens. Il voit des compatriotes à sauver. Il voit une excuse. Je me suis arrêté devant une statue, un vestige du passé, et j'ai réalisé que l'histoire ici n'est pas passée. Elle est cyclique. Pierre le Grand, le tsar mythique, a marché sur ces terres. Poutine, dans un moment de franchise glaçante en 2022, s'est comparé à lui. Il a dit, et je cite de mémoire, que Pierre le Grand n'avait rien conquis. Il avait simplement repris ce qui appartenait à la Russie. Il parlait de Narva. Il a dit qu'il était de son devoir de reprendre et sécuriser. Quand un homme avec 6000 têtes nucléaires vous dit qu'il se prend pour un empereur du XVIIIe siècle et que votre ville est sur sa liste de courses, vous ne dormez plus très bien la nuit. Mais est-ce que les gens ici veulent être sauvés? C'est toute la complexité. J'ai parlé à des gens qui ont des passeports gris, ni russes, ni estoniens. Il y a eu ce référendum dans les années 90 où une majorité écrasante a voté pour l'autonomie, un vote que l'Estonie a jugé illégal et manipulé par Moscou. Mais la maire de la ville
Katri Reik, m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle a dit que la Russie est à quelques mètres. Si les gens voulaient vivre en Russie, ils n'auraient qu'à traverser le pont. Mais personne ne le fait. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que de ce côté-ci de la rivière, il y a la liberté. De l'autre côté, il y a l'ombre. Pourtant, la question demeure, suspendue comme une épée de Damoclès. Si les chars russes franchissent ce pont demain matin, comment la population réagira-t-elle ? Accueilleront-ils les soldats comme des libérateurs ou comme des envahisseurs ? C'est là que je dois m'arrêter une seconde. Je veux que vous réfléchissiez à ce que cela signifie vraiment. Le pouvoir, le vrai pouvoir politique, ce n'est pas seulement contrôler des armées ou des économies, c'est contrôler l'identité. C'est la capacité de dire à quelqu'un qui il est avant même qu'il ne le sache lui-même. Poutine utilise l'histoire comme une arme. Il ne manipule pas seulement des cartes, il manipule la mémoire. Il essaie de nous faire croire que notre sang, notre langue ou le passé de nos ancêtres détermine notre loyauté politique. C'est un mensonge toxique, mais séduisant. Dans nos propres vies, nous voyons cela tout le temps. Des gens qui essaient de nous définir par notre passé, par nos erreurs ou par notre origine. La véritable liberté, celle qui terrifie les tyrans, c'est de choisir qui nous sommes aujourd'hui, indépendamment de là où nous sommes nés ou de la langue que nous parlons. L'identité n'est pas un héritage, c'est une décision quotidienne. Revenons sur le terrain. Parce que la menace n'est pas seulement philosophique, elle est terriblement concrète et géographique. Je suis allé voir la frontière de plus près. Pas juste le pont en ville, mais la ligne qui court le long de l'est du pays. La frontière s'étend sur près de 300 km. Mais voici le détail qui change tout. Une grande partie de cette frontière est constituée d'eau. Le lac Peipus, immense, le 5e plus grand d'Europe, est une barrière naturelle redoutable. Faire traverser des chars, de l'artillerie lourde et des milliers d'hommes sur un lac de cette taille, c'est un cauchemar logistique. Tout général sain d'esprit éviterait ça. Alors, que reste-t-il ? Il reste le passage terrestre. Il reste Narva. C'est le goulot d'étranglement, c'est la porte d'entrée. Il y a cette autoroute, le 20, qui est comme une flèche tirée directement de Saint-Pétersbourg vers Tallinn. C'est une artère parfaite pour une invasion rapide. En termes militaires, c'est ce qu'on appelle une avenue d'approche idéale. Si Poutine veut frapper vite, frapper fort, et couper l'Estonie en deux, avant que l'OTAN n'ait le temps de finir son café à Bruxelles, c'est par ici qu'il passera. Et c'est là que le scénario devient vraiment sombre. Les experts appellent ça le scénario Narva. C'est un cauchemar hybride. Imaginez, pas une invasion massive type Seconde Guerre mondiale tout de suite, mais quelque chose de plus flou. Des petits hommes verts, comme en Crimée, des cyberattaques, de la désinformation locale, une agitation civile orchestrée. Et puis, soudain, des troupes russes qui entrent pour rétablir l'ordre. L'Estonie est membre de l'OTAN. L'article 5 dit qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Sur le papier, c'est solide comme du béton. Mais dans la réalité, Tim Willaze-Wilsey, un ancien diplomate, a posé la question qui fâche. Croyons-nous vraiment que les États-Unis vont entrer en guerre pour une seule ville en Estonie ? C'est la question à $1 million. Ou plutôt, la question à 1 million de vies. Est-ce que le président américain ou le président français risquerait une guerre nucléaire pour Narva ? Poutine parie que non. Il teste les limites. Il envoie des drones, il viole l'espace aérien, juste un peu, juste pour voir. Il pique la bête pour voir si elle a encore des dents. Si l'OTAN hésite, ne serait-ce que 24 heures, c'est fini. L'alliance s'effondre. La crédibilité de l'Occident s'évapore. Narva n'est pas juste une ville, c'est le détonateur potentiel de l'ordre mondial. Et il y a une autre raison, une raison dont on parle moins, mais qui est tout aussi puissante. L'argent. Le nerf de la guerre. Narva n'est pas qu'une ruine soviétique. C'est le site d'une toute nouvelle usine financée par l'UE qui produit des aimants de terres rares. Ces aimants sont cruciaux pour tout. Les voitures électriques, les éoliennes, les missiles. C'est un joyau stratégique pour réduire la dépendance envers la Chine. Si la Russie prend Narva, elle ne prend pas seulement des terres, elle prend un levier économique majeur contre l'Europe. Elle nous tient par la gorge technologique. Je regardais cette usine, brillante, moderne, contrastant avec les vieux bâtiments, et je me disais, est-ce que nous sommes en train de construire notre futur sur un champ de bataille ? Arrêtez-vous un instant sur cette idée de stratégie et de bluff. La géopolitique ressemble souvent à une partie de poker où les mises sont des vies humaines. Mais il y a une leçon ici sur la confiance. La confiance, ce n'est pas croire que tout ira bien. La confiance, c'est savoir que quelqu'un sera là quand tout ira mal. L'Estonie construit sa sécurité sur la promesse de l'OTAN. Dans nos vies personnelles, nous faisons des alliances similaires. Nous nous entourons d'amis, de partenaires, en espérant qu'ils seront là dans la tempête. Mais la dure réalité, c'est que la loyauté ne se teste que dans l'adversité extrême. Tant que le ciel est bleu, tout le monde est un allié fidèle. C'est quand l'orage éclate que vous comptez vos vrais amis.
Êtes-vous le genre de personne qui entrerait en guerre pour un ami, ou trouveriez-vous une excuse raisonnable pour rester en sécurité? L'Estonie, elle, a décidé de ne pas attendre pour voir si ses amis viendront. Elle a décidé de devenir un porc épic mortel. J'ai quitté le centre-ville pour aller voir ce qui se passe dans les forêts et les champs autour de Narva. Ce que j'ai vu dépasse l'imagination. Ce petit pays, grand comme une poche par rapport à la Russie, est en train de se transformer en forteresse. Ils construisent la ligne de défense balte. Ce n'est pas juste du barbelé, ce sont 600 bunkers en béton armé prévus d'ici 2027. J'ai vu les plans, j'ai vu les chantiers. Ces bunkers sont conçus pour survivre à des bombardements d'artillerie lourde. Ils sont intégrés avec des drones, des unités mobiles, des équipes de soutien. Le ministre de la Défense estonien, Hanno Pevkur, a eu cette phrase qui me hante encore. L'agresseur doit savoir que s'il essaie de traverser la frontière, il mourra ici. Ce n'est pas de la rhétorique diplomatique, c'est une promesse de sang. J'ai vu les nouvelles clôtures frontalières, plus de 100 km de barrières haute technologie, équipées de caméras, de capteurs, de radars. Ils ne surveillent pas chaque mouvement, chaque souffle venant de l'autre côté. Ils ont fermé les petites routes, coupé les ponts secondaires. Ils transforment la géographie elle-même en arme. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas le béton. Ce sont les gens. L'Estonie dépense près de 5% de son PIB pour la défense. C'est énorme. C'est bien plus que ce que demande l'OTAN. Ils achètent des missiles, des systèmes de défense aérienne, des munitions. Ils stockent. Ils se préparent à l'apocalypse. Et puis, il y a la Ligue de défense, le Keitselit. C'est une armée de volontaires. J'ai rencontré des gens ordinaires, des comptables, des professeurs, des étudiants, qui passent leur week-end à apprendre à tuer, à apprendre à survivre dans les bois, à tendre des embuscades aux chars russes. J'ai rencontré Maria Morozova. Elle a 17 ans. 17 ans. À cet âge, on devrait penser à ses examens, à ses premières amours, à l'avenir. Maria, elle, s'entraîne à la guerre. Elle m'a regardé droit dans les yeux, avec une gravité qui ne devrait pas appartenir à une adolescente, et elle m'a dit « Personne n'aime la guerre, mais si elle vient, je me battrai ». Elle a rejoint l'organisation de son plein gré. Elle veut être prête pour le pire scénario. Imaginez une seconde votre propre enfant, ou votre petite sœur, en train d'apprendre à manier un fusil d'assaut après l'école, parce qu'un dictateur voisin menace d'envahir. C'est ça, la réalité de Narva aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu vidéo. C'est la mobilisation totale d'une société qui refuse d'être une victime une seconde fois. Mais est-ce que cela suffira? 600 bunkers contre l'armée russe? Des adolescents courageux contre des missiles hypersoniques? Cela nous amène à réfléchir sur la notion de courage et de désespoir. Souvent, nous pensons que la stratégie consiste à avoir plus de ressources, plus d'argent, plus de force, mais l'Estonie nous enseigne une autre forme de stratégie, la stratégie du coût inacceptable. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner au sens traditionnel contre la Russie. Mais ils peuvent rendre la victoire russe si douloureuse, si coûteuse, si sanglante, que l'ennemi renoncera. C'est la leçon du petit contre le géant. Dans la vie, quand vous faites face à une force écrasante, une maladie, une injustice systémique, un adversaire trop puissant, vous ne gagnez pas en étant plus fort, vous gagnez en étant indomptable. Vous gagnez en faisant comprendre à l'adversaire que vous briser lui coûtera plus cher que ce qu'il est prêt à payer. C'est la dignité ultime de la résistance. Je suis retourné près du fleuve pour ma dernière soirée à Narva. Le soleil se couchait, teintant l'eau d'un rouge sombre, presque prophétique. De l'autre côté, à Ivangorod, les lumières commençaient à s'allumer. Des familles russes dînaient probablement, regardaient la télévision, peut-être les mêmes émissions de propagande qui disent que cette terre leur appartient. Ici, de mon côté, les patrouilles de garde-frontières passaient silencieusement. J'ai senti cette tension vibratoire, cette corde tendue au point de rupture. L'Estonie a fait son choix. Elle a choisi l'Occident. Elle a choisi la démocratie. Et elle est prête à mourir pour ce choix. Mais le plus grand danger n'est peut-être pas militaire. Le plus grand danger est l'usure. Combien de temps pouvez-vous vivre avec un pistolet sur la tempe sans devenir fou? Combien de temps une ville peut-elle vivre en étant divisée entre son histoire et son avenir, entre sa langue et sa citoyenneté? Poutine compte sur cette fatigue. Il compte sur le fait que nous, à Paris, à Londres, à Berlin, nous nous lasserons, que nous trouverons que le prix du gaz est trop élevé, que la guerre est trop loin, que Narva est trop petite. Il parie sur notre égoïsme, il parie sur notre oubli. Si le scénario Narva se réalise, ce ne sera pas juste une invasion, ce sera un test moral pour l'humanité tout entière. Si nous détournons le regard, si nous laissons faire, ce n'est pas seulement l'Estonie qui tombera. C'est l'idée même que les frontières ne se tracent pas par la force brute. Avant de conclure, je veux vous laisser avec une pensée sur la responsabilité civique.
Nous avons tendance à voir la politique comme quelque chose qui se passe là-bas, dans les parlements ou les palais présidentiels. Mais Narva nous rappelle que la politique est viscérale. Elle est dans la terre sous nos pieds, dans la langue que nous parlons, dans la sécurité de nos maisons. La paix n'est pas un état naturel. C'est une construction fragile, maintenue par la volonté et le sacrifice. Nous sommes tous, à notre niveau, les gardiens de cette paix. L'indifférence est le terreau des tyrannies. Si vous pensez que ce qui se passe à 2000 km de chez vous ne vous concerne pas, rappelez-vous que l'histoire a une façon cruelle de frapper à la porte de ceux qui pensaient pouvoir l'ignorer. Alors, que va-t-il se passer? Je regarde une dernière fois le château d'Hermann. Il a survécu aux Danois, aux Suédois, aux Teutoniques, aux Soviétiques. Il est toujours debout, balafré mais fier. L'Estonie construit ses bunkers. Maria nettoie son fusil. L'OTAN fait voler ses avions. Et de l'autre côté de la rivière, l'ours russe grogne et affûte ses griffes. La confrontation semble inévitable, n'est-ce pas? La logique voudrait que la guerre éclate. Mais il y a une chose que Poutine a peut-être sous-estimée, c'est l'esprit humain. C'est cette volonté féroce de ne pas se soumettre. Narva n'est plus seulement une ville de locuteurs russes ou une ex-cité soviétique, c'est devenu la ligne de front de la liberté. Et tant que des gens seront prêts à dire « vous ne passerez pas », tant que des jeunes filles de 17 ans seront prêtes à défendre leur maison, il y a un espoir. Un espoir fragile, tremblant, mais un espoir quand même. En quittant Narva, en roulant vers l'ouest sur cette autoroute E20 qui pourrait demain être une piste pour les chars, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder dans mon rétroviseur. La ville disparaissait dans la brume. Quand l'histoire frappera à la porte, aurez-vous le courage de Narva? Fin de la transmission.